15 contre. Les objectifs... come noi hanno sempre combattuto. La Corse sera plus forte. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur IHT. Après cette longue interruption estivale, nous reprenons le cours de notre émission politique avec notre premier invité qui fait sa rentrée sur IHT et nous l'en remercions. Il s'agit du maire d'Ajaccio, Laurent Marcangeli. Laurent Marcangeli, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. Alors, nous avons choisi cette année d'entamer nos émissions avec le maire de la principale commune de Corse parce que vous ne l'ignorez pas, la vie politique et plus précisément la vie électorale va se focaliser sur les municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars 2020 dans 7 mois. L'occasion pour nous donc d'évoquer le bilan d'une équipe municipale qui achève son premier mandat et les dossiers ne manquent pas, circulation, stationnement, aménagement spatial et ses déclinaisons, PLU, développement du centre-ville, du périurbain, sans oublier évidemment des sujets plus généraux comme le traitement des déchets ou encore l'approvisionnement énergétique avec le projet de nouvelles centrales. Nous parlerons aussi bien évidemment de politique, vous vous en doutez, nous le ferons avec Patrick Vinschiger de RCFM, la radio des services publics, partenaire fidèle de Contraste. Bonsoir, Patrick. Et Dominique Moret de la rédaction de VHT. Bonsoir à vous Dominique. Bonsoir. Alors, je comptais commencer cette émission en vous parlant de votre ouvrage, Itinéraire d'un enfant d'Ajaccio, mais l'actualité, comme souvent, nous a rattrapés cette semaine encore. Ce sont les meurtres qui ont fait la une de l'actualité. Alors, apparu une accalmie relative. 2 assassinats ont été commis. Lundi matin, Hicham Safour, un entrepreneur en BTP, était tué à Fouriane. Et jeudi dernier, c'était à Cargèse, Maxime Souzini, connu pour son engagement nationaliste, qui était tué devant son établissement de plage. Des assassinats sans lien, bien sûr, mais qui nous rappellent que cette dérive mafieuse en Corse se poursuit et qu'elle est bien réelle. Alors, votre sentiment sur cette situation, parce qu'il y a quand même une chose qui est frappante, Laurent Marcangeli, on n'entend quasiment personne parmi la classe politique par rapport à cette dérive. Certains responsables de la majorité territoriale se sont exprimés, si mes souvenirs sont exacts, ces derniers jours. Après l'assassinat de Maxime Souzini. La Corse est confrontée de manière régulière à ce type d'événement tragique. Et aujourd'hui, ne mentons pas, lorsque nous nous voyons et nous échangeons, tout le monde s'accorde à dire que le climat est tendu en Corse, que l'atmosphère pèse. Il a été souvent tendu, mais est-ce qu'il est plus tendu aujourd'hui qu'hier et pourquoi? J'ai le sentiment qu'on est sur quelque chose de plus silencieux, mais de plus pesant. Est-ce que l'économie, est-ce qu'elle est vérolée? On dit souvent qu'il y a une empreinte mafieuse, y compris chez les gens qui investissent. Est-ce qu'à Ajaccio, par exemple, on peut avoir un restaurant normalement? Est-ce qu'on peut avoir des activités dans le BTP normalement? Est-ce qu'il y a des pressions? Ou est-ce qu'il faut connaître si on veut investir? Je vais vous parler de ce que je vis depuis maintenant plusieurs années en tant que chef d'un exécutif, que ce soit à l'ACAPA ou à la ville d'Ajaccio. À titre personnel, je n'ai jamais fait l'objet d'une quelconque pression. Ensuite, je ne sais pas comment se passent les choses dans d'autres secteurs. On lit souvent des choses, des livres ont été publiés, des articles paraissent dans la presse de manière régulière. Et on ne peut pas faire comme si de rien n'était et jouer les autruches en disant tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et puis il y a des assassinats. Et encore, nous avons été victimes, parce que c'est la Corse qui est victime de ce type d'action dernièrement. Donc il y a quelque chose. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Oui. Pourquoi la presse politique ne s'exprime pas? Ben, Il y a la peur, il y a les pressions. Non, c'est pas qu'à la peur. Vous savez, malheureusement, au fur et à mesure des années, moi j'ai grandi dans un climat, parlé de mon livre tout à l'heure, je le dis dans toute la première partie du livre, qui était particulièrement tendu. Malheureusement, nous avons toujours été confrontés à cela. Et toutes ces années, on a souvent eu des communiqués. Moi-même, lorsque j'ai commencé à être élu au premier plan, lorsque j'ai été député en 2012, vous vous souvenez, il y a eu des assassinats de personnalités de la société civile. J'ai fait des plateaux télé nationaux. Que dire à part, si ce n'est la stupeur devant cette violence et devant cette tragique idée de la vie que cela nous donne. Donc, je ne pense pas que le politique aujourd'hui, à part dire qu'il ne peut que s'inscrire contre ce type de dérive. Il y a un autre silence là, oui. qui est aussi inquiétant, sinon plus, c'est celui de l'État.
Et en plus, on voit ressortir, comme à certaines périodes, des guerres, alors pas internes à la police, encore que police et gendarmerie, ça s'entend pas très bien, mais police et justice. On a encore vu les déclarations des procureurs généraux, la demande des procureurs généraux. On a l'impression qu'il n'y a strictement aucune action efficace des services de l'État. Ça, c'est une question qui mérite effectivement d'être posée. Il y a eu aussi des divulgations dans la presse dernièrement sur les rapports que peuvent entretenir le parquet général et la police nationale. Alors le problème de l'organisation des services de police et de justice, ça date pas d'hier, y compris même la guerre des polices qu'on a connue ici. Et là, c'est étalé au grand jour. Oui, et ça interroge. Est-ce que c'est voulu ? Est-ce que ce n'est pas voulu? Ça, c'est la première question. Et ensuite, je pense que pour pouvoir lutter contre la criminalité, il faut une bonne organisation des services de police, il faut une bonne organisation des services de la justice. Et c'est vrai que ces divulgations dernièrement parues ne sont pas de bon ton. Et puis, il faut une volonté aussi. On a l'impression que c'est surtout ça qui manque. Le dispositif législatif, est-ce qu'il est suffisant aujourd'hui? Est-ce que les lois Perben 2, etc., avec les statuts de repentis, est-ce que ça permet finalement d'aboutir? Dans certains cas, oui. Dans certains cas, oui. Après, bien, vous savez très bien, hein, les lois sont faites pour être contournées et les systèmes criminels sont aujourd'hui très performants pour s'adapter. S'adapter aux lois, s'adapter aux différentes techniques, y compris de surveillance que les services de police. Les policiers se plaignent souvent d'être moins équipés que certaines équipes. Que ce soit ici ou ailleurs. Donc il y a aujourd'hui vraiment une course, je dirais, qui est peut-être pas forcément favorable à la police et à la justice. Alors on en vient à votre livre d'entretien que vous avez écrit avec Frédéric Bertonckin, Itinéraire d'un enfant d'Ajaccio, dans lequel vous vous livrez un peu. Alors pourquoi est-ce que vous avez senti le besoin de faire ce livre? C'est une manière d'entamer la campagne des prochaines élections municipales sous un autre angle, plus personnel? D'abord, ça m'a été proposé, c'est pas moi qui ai soumis l'idée. Frédéric Bertonckin est venu me rencontrer pour me proposer cette idée. J'ai dit oui sans trop hésiter, parce que j'estime que, bon, aujourd'hui, je conclus d'ailleurs le livre là-dessus, c'est aussi le rôle de l'homme politique, de l'homme public, ou de la femme politique, ou de la femme publique, de répondre à un certain nombre de questions qui sortent des sentiers battus, qui sortent des questions d'actualité, revenir sur un parcours. Ensuite, j'avais aussi besoin de réexpliquer le sens de mon engagement, l'origine de mon engagement, les vicissitudes d'un engagement, mais également les vicissitudes de la vie d'un homme de ma génération, né en 1980, avec tout ce qui s'est passé ici, mais également ailleurs. J'ai cru bon de le faire. Mais ce n'est pas un livre programmatique. Non, il y a quelques idées forces sur les raisons de mon engagement. Je dévoilerai mon programme le moment venu. J'essaie de ne pas trop confondre les échéances. C'est un livre qui est beaucoup plus général, qui part certes de l'amour que je porte à ma ville, mais qui est beaucoup plus large que cela. Alors beaucoup d'anecdotes finalement, mais pas énormément d'idées. On ne sait pas finalement c'est quoi pour vous la droite, c'est quoi pour vous la gauche, c'est quoi pour vous le nationalisme. C'est peu expliqué, ce genre de choses. C'est peu expliqué parce que j'estime aujourd'hui qu'on a tous du mal à s'y retrouver. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. J'aurais pu vous parler effectivement de ce que je pensais dans les années 90 lorsque j'ai commencé à m'engager, au RPR notamment. Les choses ont changé. Aujourd'hui, justement, on a l'impression que vous avez évolué. Quand on vous lit par rapport à votre analyse, par rapport à vos discours, par rapport à votre environnement familial, on vous sent plus proche de la famille nationaliste que d'une certaine famille de droite. En gros, vous êtes plus proche d'un Gilles Simeone que d'un Pierre-Jean Luciani. Cette comparaison est un peu spéciale. Non, je vous rassure, j'ai toujours eu des parents qui ont eu les engagements que je décris dans ce livre, c'est-à-dire un engagement comme beaucoup d'hommes et de femmes de leur génération dans le monde nationaliste. Ça ne m'a pas empêché de m'affranchir de cette filiation parce que rien ne m'a été imposé. J'ai plutôt le sentiment que ce qui ressort dans ce livre, c'est d'abord cet attachement à ma famille, avant tout. Je ne parle pas de famille politique, je parle des gens qui m'ont permis d'être ici, c'est-à-dire mes parents, qui m'ont donné cette éducation. Nous sommes une famille très unie, je leur dois beaucoup. Et ensuite, cette faculté à s'engager dans la vie publique, conserver un certain nombre d'idées, les défendre, y compris lorsque dans son camp ce n'est pas forcément de bonne facture pour certains, et tenir un certain nombre d'engagements. Après, effectivement, vous dites j'ai changé, je dirais plutôt j'ai appris.
J'ai appris beaucoup au cours des dernières années. Je ne suis pas le même homme qui se présentait dans le premier canton d'Ajaccio en 2011 ou celui qui ravissait le siège de la première circonscription de la Corse-Sud en 2012. Le contact des responsabilités m'a appris beaucoup et donc m'a fait changer. Justement, pour poursuivre la question de Patrick, vous étiez à l'UMP en 2014 au moment des municipales de Bastia. Et il y avait une méfiance, pour ne pas dire plus, des instances nationales de l'UMP avec cet accord qui s'est passé à Bastia entre Gilles Simeone, la droite, et François Tatte. Et vous dites dans le livre que vous êtes intervenu pour lever ces préventions auprès des instances nationales et en quelque sorte pour favoriser cet accord. On m'a posé la question. C'est-à-dire que je ne suis pas intervenu de mon propre choix. J'ai été appelé par les responsables nationaux du mouvement et on m'a posé la question. Et moi, j'ai expliqué que je ne voyais pas de problème à ce qu'une coalition composée de Gilles Simeone, de la famille de droite, mais également de la famille de gauche, représentée à l'époque par François Tatte et Emmanuel De Gentile, puisse aller sur un contrat de mandature face à la mandature sortante que représentait M. Tsoukaril. Et vous pourriez reproduire ce schéma sur Ajaccio ? Je suis un homme ouvert. Je pense avoir démontré que j'ai créé un mouvement qui sortait de ces vicissitudes parisiennes et je dirais idéologiques. Mais pour l'instant... Vous dites aussi qu'en 2004, Ange Santini et Camille Drocazère ont eu tort de recuser les voix nationalistes à l'Assemblée. Ils auraient dû former, selon vous, une coalition ? Non, ce n'était pas ce qui était demandé. Ils auraient dû accepter et tout simplement ne pas démissionner et ne pas reprovoquer une deuxième élection. En politique, vous avez des concurrents, des adversaires, des ennemis ? Aujourd'hui, je ne vois que des compétiteurs. Avant, Il s'est passé des choses que je relate dans ce livre. Vous savez, nous sommes des hommes publics, mais nous sommes avant tout des hommes. Et les événements liés à l'élection de 2014 ont laissé des traces qui vont au-delà de la vie publique. Vous n'êtes pas passé dessus, hein, vous n'avez pas purgé le contentieux, là. Non, je ne le purgerai pas, parce qu'on a dépassé les bornes, tout simplement. Je veux bien demain être sur un débat d'idées, un débat de projets. Mais je pense que sur Ajaccio, en 2014 et 2015, nous sommes allés au-delà. Vous avez été vous-même témoin d'un débat en 2015, le dernier que j'ai eu lors de ces élections, où vous voyez bien qu'on avait dépassé le cadre du débat d'idées. Face à Simon Renucci. Mais la justice a annulé l'élection, donc c'était bien qu'il y avait potentiellement quelque chose qui n'allait pas. Je ne le nie pas dans le livre. Par contre, est-ce que j'ai été mis en examen, comme on le disait partout ? Est-ce que je suis allé en prison ? Voilà. Donc le contentieux ne sera jamais purgé ? Écoutez, je le dis dans le livre, vous savez, j'ai été aussi éduqué dans une éducation assez chrétienne. Je ne souhaite pas de mal. Je veux vraiment que les gens me croient. Je ne souhaite pas de mal à ceux qui ont fait ça. Pardon, quoi. Mais il est encore peut-être un peu tôt. Peut-être qu'à la fin de ma vie, un jour, je ferai passer un peu les choses. Et avec Pierre-Jean Louchiel, on va sans doute en reparler tout à l'heure, ça ne risque pas de s'arranger dans les prochains mois. On ne va pas comparer. Alors on reste dans la politique quand même, et cette échéance municipale qui se profile. Si vos adversaires sont divisés, votre famille politique est aussi traversée par une crise profonde au plan national, et aussi en partie territoriale, même de moindre ampleur. Mais quelle est la situation à Ajaccio ? On fait le point avec Dominique Moret. Laurent Marcangeli dévoilant le nouveau logo aux côtés de Laurent Wauquiez et Marcel Francisci. C'était le temps des sourires, mais depuis ce mois de juillet 2015, la droite a renoué avec les divisions. En désaccord avec la ligne droitière de Wauquiez, le maire d'Ajaccio a quitté les Républicains pour fonder son propre mouvement. La structure emprunte la méthode Macron, n'afficher aucune étiquette, débaucher à gauche et à droite et se poser en rempart face aux nationalistes. Cette stratégie semble séduire au plus haut sommet de l'État, dont les représentants se succèdent à la Maison Carrée. À l'aube des municipales, les anciens compagnons de route, eux, grincent des dents. Il est sûr et certain que les LR iront aux élections municipales. Avec ou sans le maire ? Avec ou sans le maire. Les positions se sont crispées durant les européennes de mars dernier. François-Xavier Bellamy a réalisé un score faible à Ajaccio. Pour ce scrutin, Laurent Marcangeli avait refusé de prendre position. Certains militants y ont vu une attitude ambiguë, voire même désinvolte. C'est une journée à suspense. On sent que tout le monde est dans les starting blocks, tout le monde est à fond des ballons. Les déçus de droite pourraient se rassembler autour de Pierre-Jean Louchiel qui prépare une liste. L'ancien président du conseil départemental estime que le maire d'Ajaccio a peu fait campagne lors des territoriales, ce malgré l'aide apportée par le département à la ville. Autre grief, les inconditionnels de Nicolas Sarkozy ont vécu le soutien apporté à Alain Juppé lors des primaires de 2016 comme une trahison. Difficile d'en évaluer l'impact dans les urnes de mars prochain. Alors vous allez dévoiler votre liste au mois de janvier, avez-vous dit. Mais votre démarche initiale, en quoi elle va consister ? Vous allez rassembler tout le monde, y compris les Républicains, vous leur tendez encore la main ? Parce qu'on voit que...
Vous savez, Même si ça n'a pas l'air de vous affecter beaucoup quand même. Hein. Non, puisque j'ai déjà dit publiquement que j'avais l'intention de m'affranchir d'un certain nombre de choses. Je ne demanderai aucune investiture dans le cadre de ces élections municipales. Je serai fidèle à la démarche que j'initie depuis maintenant plusieurs années. Je ne vais pas rentrer, franchement, je vous le dis très clairement, dans ce jeu de bons points et de mauvais points. On va parler d'un certain nombre de choses qui étaient dans le reportage. Pour moi, la situation liée aux primaires de 2016 appartient à un passé révolu. Pour autant, on sait que les Ajacciens étaient plutôt sarkozystes. Oui. Et vous avez régulièrement fait le choix du centre droit. Or, il y a une droite idéologique à Ajaccio qui est plutôt déjà bonapartiste et également proche des idées de Sarkozy et du conservatisme. Oui, mais M. Moret, on parle de choses qui, selon moi, appartiennent à un monde qui a pris de sérieux coups. Il faut vivre avec son temps. Mais vous vous revendiquiez de ce monde quand vous étiez candidat. Je suis un homme de centre droit, mais si vous faites la listing des gens qui ont quitté LR depuis 2 ans, excusez-moi, je ne suis pas un cas d'école. Vous avez des personnalités qui ont exercé des responsabilités éminentes. Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, qu'on parle comme des présidentiables potentiels du centre droit dans les 3 années qui viennent, ont quitté le parti. À un moment, aussi, votre ami Christian Estrosi est encore membre du mouvement, mais il a pris quand même un certain nombre de distances, et je peux en citer d'autres. Au niveau local également, vous avez aujourd'hui des maires dans les Hauts-de-Seine, département qui est un peu plus à droite encore que le nôtre, qui aujourd'hui ont quitté LR par poignée. Donc c'est une droite libérale un petit peu plus que non, ce que je dirais, c'est que les clivages de 2016-2017, ils ont été emportés par ce qui s'est passé. Il faut que les gens comprennent qu'aujourd'hui, regardez, en 2016, vous aviez François Hollande qui était président de la République. Vous aviez une majorité qui était Parti Socialiste. Le Parti Socialiste, dans quel état est-il aujourd'hui? Vous aviez une famille politique, LR, qui croyait qu'elle allait ramasser le pouvoir une fois que la primaire était passée avec François Fillon. On sait ce qui s'est passé par la suite. Donc aujourd'hui, sans rentrer dans le débat politique national, je pense d'abord que, les Ajacciennes et les Ajacciens, ces espèces de carambouilles LR, machin, etc., ils n'en ont rien à faire. Et vous verrez ce qui se passera au mois de mars, ils ne vont pas voter par rapport à ça. Et 2, au niveau national, je vois les militants de LR qu'on voit dans votre reportage, ou du moins ce qu'il en reste, permettez-moi de le dire, je ne pense pas que ça... Le député, lui, vous soutient. Je ne pense pas que ça représente l'ensemble des gens, et je rappelle quand même que sur cette liste que je présenterai dans mon équipe municipale, je compte, et j'en suis très fier, des élus qui ont cette appartenance aux Républicains, et ils seront encore avec moi au mois de mars. Vous êtes très macroniste finalement dans votre démarche, parce que bon, vous débauchez à gauche, on a vu David Faux, on parle de Vanina Pierre, le sigle de votre mouvement, le mouvement a l'air vos initiales, remarquant, j'ai comme En Marche, Emmanuel Macron. Vous y voyez des coïncidences peut-être. Ce sont des coïncidences ou ça a une part de réalité? D'abord, je vois surtout Ajaccio. C'est pas ma personne. C'est Ajaccio avant tout. Ensuite, j'ai déjà, je pense en 2014, mais peut-être que ça interpellé moins, ouvert énormément avec des gens de la société civile. En 2015, j'ai ouvert aussi, parce qu'on avait une deuxième élection où d'autres m'avaient rejoint. Donc sur les municipales, ce que je pense, ce que j'ai toujours cru... Là, c'est à gauche, c'est le parti des gens qui étaient avec Simon Rinucci. Oui, mais je pense que la ville d'Ajaccio a besoin demain d'avoir une équipe municipale qui représente l'ensemble de sa population. Et puis surtout, je vous l'ai dit, j'ai beaucoup appris à l'occasion de ce mandat. Vous avez vu les débats municipaux qui se sont déroulés pendant ma mandature n'ont pas été des débats d'une très grande violence. Non, vous n'avez pas une opposition farouche. Nous avons été dans une construction intellectuelle, je pense, plutôt bienveillante dans cette mandature. Et voilà, après, la ville d'Ajaccio, ce que j'ai trouvé lorsque je suis arrivé, par rapport à ce que j'avais évoqué tout à l'heure, c'était quelque chose de profondément divisé. Les débats avaient été âpres, durs sur les personnes. J'ai passé ce mandat à essayer de rassembler, de faire en sorte que ces débats conflictuels, haineux, n'aient plus droit de cité dans le débat municipal. Parce que la ville d'Ajaccio mérite beaucoup mieux que ça. Et je pense, d'une certaine manière, y parvenir, notamment avec la création de ce mouvement. Et les rapports avec la majorité territoriale, on voit quand même poser un certain nombre de divergences avec Gilles Simeone. Vous lui reprochez notamment de ne pas aider suffisamment Ajaccio. On ne peut pas dire que les responsables des collectivités territoriales auparavant fait beaucoup plus. Alors, dans le reportage, je fais le parallèle justement avec Emmanuel Macron qui, quelque part, crée l'épouvantail Rassemblement National, ou du moins s'en sert. Vous, d'une certaine façon, vous dites, si vous souhaitez qu'une grande collectivité, vous l'avez dit quelquefois, reste dans le giron on va dire, hors des nationalistes, il faut voter pour moi. Vous vous posez un peu en rempart, un peu comme Emmanuel Macron, finalement. Non, il y a 2 choses. D'abord, sur Gilles Simeone, pour le coup, vous voyez, c'est un peu en contradiction avec ce que vous me disiez tout à l'heure. Effectivement que j'ai des divergences.
des divergences d'abord sur la manière générale de diriger la collectivité de Corse. On y reviendra sur certains dossiers peut-être tout à l'heure. Mais concernant Ajaccio, je n'ai jamais nié, et vous le savez puisque je l'ai dit des fois sur votre plateau, que ce soit la droite, la gauche ou aujourd'hui les nationalistes, cette ville, chiffre à l'appui, et on pourra en débattre à l'occasion de cette élection et même au-delà, n'a pas été très bien servie sur le programme exceptionnel d'investissement, sur un certain nombre d'infrastructures. Ça, je le dis. Ce que je reproche à Gilles Simeone, c'est qu'il a été élu sur une promesse, celle de l'équité. Et que lorsqu'il a été élu président de l'exécutif, l'un des premiers maires qui lui a rendu visite à l'Assemblée, vous l'avez en face de vous. Il a tenu un dialogue avec moi et il a pris des engagements. Il ne les a pas tenus. Et il y a eu aussi des procédures, on pourra en parler, sur les allègements d'emprunt, par exemple, où il a, je dirais... Le Conseil général, vous avez très bien doté. Oui, non, mais il a bien doté aussi Porto-Vecchio, Propriane et d'autres communes, mais c'est qu'à Ajaccio qu'on a tapé. Public de l'habitat aussi. Et il a perdu également en justice. Et ensuite, je dirais par ailleurs qu'il y a une manière de gérer la collectivité que je ne veux pas voir transposée à Ajaccio. C'est-à-dire pourquoi? Ils sont dans l'échec. Je pense que la Corse aujourd'hui est à l'arrêt parce que cette majorité ne travaille pas bien. C'est mon droit de le dire. Et je vois en plus, parce qu'on parle de division de la droite, mais excusez-moi, hein, quand on se compare, on se rassure en ce moment. Quand je vois aujourd'hui la polyphonie de la majorité territoriale actuelle, j'avoue être quand même assez expert en vie publique corse. J'y comprends pas grand-chose en ce moment. C'est un peu plus compliqué encore, si vous voulez, que ce que vous avez montré dans ce reportage. J'avoue pas comprendre des stratégies. Mais en ce qui me concerne, je dis les choses très clairement, si je perds cette élection, je la perdrai probablement contre la famille politique qui dirige la collectivité de Corse au moment où nous parlons. Je dis aux Ajacciennes et aux Ajacciens qu'ils regardent ce qui se passe là-bas, ou ce qui ne se passe pas, et on pourrait plus d'ailleurs parler de ce qui ne se passe pas, de ce qui se passe, et qu'ils fassent leur choix avec beaucoup d'intelligence au mois de mars prochain. Alors on en vient au grand dossier qui concerne la ville d'Ajaccio. Ils sont très nombreux, hein. Le chantier est immense, il faudra à la fois du temps et de l'argent, beaucoup d'argent. On regarde le bilan de votre mandature avec ce sujet de Lionel Luciani. Un symbole, celui d'une mandature. La place camping qui scelle le chantier phare de la mairie de Laurent Marcangeli. Un lieu de dilettante pour les Ajacciens, végétalisé avec un point d'eau et surtout une halle prévue pour accueillir le marché d'Ajaccio. Le tout en lieu et place du projet de la mandature précédente, un parking de 600 places. Coût des travaux, 5,5 millions d'euros. Mais pas seulement. L'abandon du chantier du parking a laissé une lourde facture à la mairie d'Ajaccio. Une rupture de contrat à hauteur de 10 millions d'euros environ, versée à la société Q-Park en charge de l'aménagement initial. Rien n'aurait été pire que de poursuivre ce contrat, et d'un point de vue patrimonial, parce que ce qui a aussi animé notre volonté, c'est celle de préserver l'identité de la ville à travers les quais napoléoniens, qui seront, à mon avis, bien mieux mis en valeur une fois que nous aurons construit la nouvelle place camping autour d'eux, mais également un paramètre financier important. Une décision qui avait suscité de vives réactions de la part de l'opposition, jusqu'au boycott du conseil municipal. Le conseil municipal n'a jamais été saisi, il n'est saisi que sur la réalisation du contrat. Or, le maire s'était adressé à l'État pour tenter de justifier cet arrêt du chantier par des considérations patrimoniales. Des inquiétudes et des questions, comme pour le plan local d'urbanisme. L'enquête publique a donné lieu à 2470 avis. Les associations environnementales et l'exécutif de Corse y sont défavorables. Il y a aussi disparition à la fois d'espaces stratégiques agricoles, mais aussi de milieux boisés, d'espaces destinés aussi à une respiration de la ville. On ne s'y retrouve pas. Il faut véritablement que cette proposition de PLU soit revue et corrigée. Il y a au moins un dossier sur lequel Laurent Marcangeli rassemble, celui de l'acquisition de la citadelle par la ville d'Ajaccio. 1,3 million d'euros, unanimité au conseil municipal. Une courte mandature pour Laurent Marcangeli qui a été marquée notamment par l'aboutissement de projets des précédentes mairies, comme les modifications des Cannes et des Salines. L'aménagement de la ville au centre des discussions, ce sera certainement aussi un des enjeux majeurs des prochaines élections municipales. Alors Laurent Marcangeli, comme tout bilan, évidemment, il est diversement apprécié, des réussites, des choses qui n'ont pas été réalisées, en sachant qu'une mandature n'est sûrement pas suffisante pour engager une transformation. Pourtant, il y a une urgence à Ajaccio, c'est la circulation et le stationnement.
Et là, on peut dire que la situation s'est quand même considérablement aggravée. Alors, d'abord, il y a eu un reportage qui couvre 6 années en quelques minutes. Je les trouve un peu lapidaires et je me permettrai quand même d'être en contraste avec justement cette manière de présenter. Je vous avais montré beaucoup de choses, notamment des conférences de presse qui se sont déroulées en 2014 où M. Luciani avait des positions qu'il a défendues par la suite. Et un certain nombre de chiffres ont été assénés. Je les démontrerai tout à l'heure, ils ne sont pas véritablement de cette nature, notamment concernant les finances de la ville, puisque je trouve qu'elles sont plutôt dans un bon état. Mais sur la circulation, je vais vous expliquer une chose. Il est très clair que le maire que je suis ne va pas se présenter devant les Ajacciennes et les Ajacciens en tenant un langage de la satisfaction totale de tout ce qui se passe. On a trop vu des hommes politiques se présenter devant les électeurs, dire « Regardez mon beau bilan, tout est parfait, tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes ». Là, clairement, c'est un échec. C'est un échec partagé, M. Vinciguer. C'est un échec partagé. Y compris par vous. Quand la place camping, c'est bien, vous la créez, mais vous supprimez 400 places. 600 places, encore mieux. Non, mais et lorsque je propose un parking... Et vous ne le regrettez pas? Non. Non. Et je vais vous dire pourquoi, si vous me laissez poursuivre. Un échec partagé parce que, d'abord, les 40 000 véhicules qui rentrent tous les jours et qui sortent tous les jours d'Ajaccio, c'est-à-dire des gens qui n'habitent pas à Ajaccio. C'est une réalité. C'est une réalité qui se fracasse sur la vétusté et l'archaïsme de l'entrée de ville d'Ajaccio. L'entrée de ville d'Ajaccio, c'est pas le maire, c'est pas le président de l'ACAPA, c'est les différents présidents d'exécutifs qui se sont succédés et qui n'ont pas priorisé sur l'entrée de ville d'Ajaccio, première ville de Corse. Lorsque je vous parle de la nécessité de prolonger la rocade, oui, ça c'est des choix étranges là quand même. 1 kilomètre. Et qu'on me dit non, c'est pas prêt, on va décaler en 2026, alors justement on rénove actuellement cet espace et qu'on va l'élargir et qu'on va se retrouver au rond-point des Millèles avec le choix pour monter à Alat ou le choix pour aller à Saint-Jean, alors que ça fait maintenant 3 ans que je m'époumonne à dire il faut le programmer en priorité. Je pense qu'il y a un échec partagé sur la circulation. Sur le stationnement, lorsque j'abandonne le parking, ça aurait pu être dit, j'en propose un autre. Avec la CCI, entre les deux gares, financé 100% par la SPL dont j'assure la présidence. Vous n'aviez pas l'assurance Non, il y a juste eu Gilles Siméon qui a refusé, et d'ailleurs il en a parlé à l'Assemblée de Corse dernièrement lors d'une question orale posée par Jean-François Casalt. J'ai effectivement refusé que le maire d'Ajaccio puisse faire ce parking. Donc au moment où nous parlons, j'avais une solution de rechange. On ne m'a pas laissé le faire. C'était une solution hypothétique. Non, c'était pas hypothétique. C'était pas hypothétique. Vous avez donné une assurance qui construirait le parking. Alors, la faute à qui? Est-ce que c'est la faute uniquement de Laurent Marcangeli? Est-ce que, par contre, on me laissera dire qu'il y a eu quand même le débat en 2015 par rapport à la suppression de l'entente avec Q-Park pour le parking. On a démissionné, les élections se sont déroulées en février 2015, ça a été au centre de l'élection. Il y a eu 60% d'un côté, 40% d'un autre. OK. Partant de là, je pense que le débat, il a été tranché. Donc, maintenant, moi, je ferai des propositions à l'occasion des élections concernant le stationnement et la circulation. Donc, il y a quand même 2 problématiques sur la circulation. Si vous me permettez de rentrer dans le fond, il y a la problématique de la rentrée en ville et de la sortie en ville. Et après, vous avez une autre problématique sur laquelle nous avons quand même travaillé pendant cette mandature. C'est la problématique du stationnement résident. Parce que vous avez des immeubles qui ont été construits dans les années 60, 70, 80 sans parking, que vous avez beaucoup d'Ajacciens qui aujourd'hui, lorsqu'ils sont dans leur domicile, sont obligés de stationner sur le domaine public, d'où la raison pour laquelle nous créons des parkings au Lorette, au chemin de Biancarel, mais également à Pietralbe ou à Mezzavi, pour permettre également d'avoir ce stationnement résident. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont faites, mais je vais être d'accord avec vous. Il y a beaucoup de choses à faire sur la question. Vous avez vu que la mandature n'a pas été non plus une mandature où on a dormi. C'est expédié à la fin la rénovation de l'ANRU sur les Cannes et les Salines. C'est 100 millions d'euros. 100 millions, ça prend quand même de l'argent, ça prend quand même de l'effort, ça prend du travail. C'était programmé, ça a été dit dans le reportage. Oui, c'était programmé. Attendez, j'ai voté pour. Et quand je suis arrivé aux responsabilités, la maquette financière n'était pas totalement bien constituée et c'est moi qui ai fait les travaux.
Et il ne faut pas l'oublier. Laurent Marcangeli, il y a quand même un manque flagrant d'anticipation. La zone du Stillette, aucune voie nouvelle n'avait été prévue pour accéder à l'hôpital, aux Paladines, au collège qui a été créé, à la déchetterie. La faute à qui ? Les décisions ont été prises en 2008. Nous sommes en 2019, il n'y a toujours pas de voie d'accès. Mais là, vous dites la CTC, mais il n'y a pas que la CTC. La rue du Mont-Tabor, pourquoi est-ce que vous refusez de la prolonger ? Je pense que M. Tchabrine me posera une question tout à l'heure là-dessus. Non, il parlera du PLU. Bon, alors... Vous êtes d'accord avec Simon Reynaud sur ce point. L'anticipation. D'abord, je vous remercie de parler de 2008, puisqu'en 2008, je faisais à peine mon entrée au conseil municipal dans l'opposition. Et vous aurez même pu rappeler qu'en 2014, lorsque j'étais candidat aux élections, j'ai dénoncé ça. Et qu'en 2015 aussi, je l'ai dit. Et que depuis 2015, je suis maire, et que je propose une voie de contournement par le Vadj. Oui, il faut suivre l'actualité municipale. Mais là, c'est plus simple, il y a 400 mètres de route. Alors écoutez, sur l'avenue Mont-Tabor, d'abord, il y a un PADUC. Il s'avère qu'il a d'ailleurs été fait par une ancienne élue de Simon Reynaud, qui travaillait avec M. Luciani. Elle a quand même qualifié le Mont-Saint-Angel d'espace remarquable. Aux grandes dames de Paul-Antoine Luciani. Ça, c'est la première chose. Première chose, il faut quand même le rappeler. Deuxième chose, aux grandes dames de M. Luciani, que je respecte beaucoup, mon prédécesseur a décidé, sine die, de stopper ça. Pourquoi ? Et j'étais d'accord. Imaginez. J'étais d'accord. Pourquoi ? Pour deux raisons. Il y avait des résidents qui protestaient. Je pense qu'on se trouve dans le quartier de Pétralbe, ici. Vous voyez déjà que ça circule pas mal. On est dans un quartier résidentiel. Et demain, si vous faites venir des milliers de voitures par jour dans cette zone du haut de Pétralbe, je pense qu'il va y avoir un problème de sécurité, un problème de circulation, et on déplacera un problème ailleurs, à savoir dans ce quartier résidentiel. À l'hôpital. Et il y a une autre chose aussi, particulièrement importante. C'est une fausse bonne idée que en son temps j'avais refusée. J'ai pris des engagements. J'ai dit que je ne le ferais pas. Et je considère qu'aujourd'hui la politique souffre énormément de discours de campagne et d'actions de maires ou d'élus contraires. Il y a des nécessités, des impératifs. Je vous ai dit que c'était une fausse bonne idée. Cette piste, parce que c'est une petite piste qui est certes pas courte, on croit que c'est une bonne idée, c'est une fausse bonne idée. Après, il faut se poser la question, avoir mis un collège, un palais des sports, un hôpital là-bas sans avoir le plan et en proposant une petite route de quelques centaines de mètres dans un quartier résidentiel, je trouve que c'est un peu léger. La question est de savoir qu'est-ce que vous faites maintenant pour résoudre cette situation. Parce que les Ajacciens qui sont pris dans les embouteillages ont que faire de savoir qui est responsable. Non, mais ils se demandent comment on s'en sort. Je suis totalement d'accord avec vous, mais je suis obligé de dire d'abord, sur ce problème-là, si j'avais une baguette magique, je serais quand même peut-être pas ici en train de vous parler, et voire même plus haut et ailleurs. Il y a aussi une histoire, je suis obligé de la rappeler. Je suis obligé de dire que je ne suis pas responsable de la situation dans laquelle nous nous trouvons. L'extension vers l'est de la ville, et notamment vers le Stillette, je n'en suis pas le responsable, j'en ai hérité. J'ai hérité de choses intéressantes auxquelles j'ai participé en tant que conseiller municipal d'opposition et que j'ai voté, à savoir la rénovation urbaine. Il y a aussi des choses que j'ai critiquées en mon temps, que j'ai subies, que je subis aujourd'hui, et je fais des propositions, je le rappelle. Donc une route, une voie, qui est à l'étude, enfin qui est sortie même de l'étude, qui demande qu'à être soutenue par nos partenaires, et également un projet de téléporté qui est en phase de concertation publique. On essaye de trouver des voies alternatives. Et il y aura des travaux qui vont être réalisés sur la montée du Stillette avec la coopération de la collectivité de Corse, un élargissement de voies avec une bande supplémentaire. On a quand même permis à l'entrée du Stillette, durant l'été, la ville est intervenue pour faire en sorte que la rentrée scolaire se passe dans de bonnes conditions. On a annoncé l'apocalypse selon Saint-Jean. Bon, ça va. On a connu pire comme rentrée scolaire. Donc, il y a eu des choses qui ont été faites, mais je continue de dire, nous avons besoin d'être accompagnés aujourd'hui par le principal opérateur en matière de travaux structurants, qui est la collectivité. Alors le grand dossier qui va venir en débat pour les élections municipales, c'est celui du PLU d'Ajaccio, le plan local d'urbanisme. Cela a déjà commencé, la consultation a débuté, déjà associations de l'environnement, mouvements politiques ont formulé un certain nombre de critiques. Alors on écoute sur ce thème la question que vous pose Jean-Marc Tchabrine. Monsieur le maire, bonjour. Vous avez à maintes reprises exprimer votre engagement en faveur du développement durable, comme vous avez souvent indiqué votre attachement à la redynamisation du maraîchage à Ajaccio. Donc c'est sans étonnement que j'ai pris connaissance sur le projet de PLU des orientations indiquant une volonté de développement, de véritable développement agricole. Cependant, lorsqu'on examine la cartographie
des espaces dédiés à l'agriculture, on s'aperçoit que des espaces justement classés en espaces stratégiques agricoles se superposent à des espaces boisés classés, là où toute activité humaine est strictement réglementée, où même le défrichement est interdit. Donc ça me paraît un obstacle majeur à tout développement d'une exploitation agricole. Et cela porte sur plus d'une centaine d'hectares. D'autre part, des zones également affectées à l'agriculture, donc classées en espace stratégique agricole, sont situées le long du chemin des crêtes et jusqu'à la pointe de la Parate. À l'évidence, ces terres-là apparaissent peu propices à tout développement agricole, à toute exploitation agricole. Alors, certes, on doit vous donner acte d'avoir réussi la gageure, d'inscrire les 1621 hectares prescrits par le PLU pour la commune d'Ajaccio, sur le papier du moins. En réalité, pourra-t-on vraiment y faire des exploitations agricoles? Pourra-t-on vraiment y développer l'agriculture? Donc, ma question, c'est ne craignez-vous pas que le PLU ne soit pas compatible avec le PACDUC et donc génère de ce fait des recours qui mettraient à mal un document d'urbanisme dont notre cité a largement besoin? Votre réponse, Laurent Marchange? Alors, nous ne sommes pas... D'abord, le PLU n'est pas définitif. Je vous rappelle qu'on sort de la période d'enquête publique et que ces avis, et peut-être celui de M. Tchabrine qui vient d'exprimer, doivent être pris en compte. Je dois répondre à la commission d'enquête publique qui nous a donné son résumé de l'ensemble des sollicitations. Et si d'aventure ce qui est décrit par M. Tchabrine pose de réels problèmes, il est encore temps de modifier un certain nombre de choses. Sur le PLU en général, nous avons eu des débats en conseil municipal qui ont été plutôt tranquilles. Je vous rappelle que la procédure a été lancée en 2015 avec un PADD qui a été adopté et ensuite avec le document en lui-même qui aujourd'hui a 3 objectifs. C'est un rayonnement amélioré de la ville avec un fonctionnement également, je dirais, renouvelé pour l'avenir. L'équilibre entre développement et protection. Ça me paraît important, avec un besoin qui existe quand même, notamment dans le domaine social, parce que j'entends beaucoup de choses, mais il y a un besoin de logement social sur la ville d'Ajaccio. La ville est carencée, elle a 16% de logements sociaux, il y a quand même des demandes qui sont en souffrance, et la loi prévoit 25. Et nous subissons des amendes en la matière. Alors après, il faudra faire un choix politique. Si demain on me dit qu'il ne faut plus faire de logements sociaux, je pense que les 3000 personnes en Corse du Sud, et je ne sais pas combien il y en a à Ajaccio, qui sont en attente de logements sociaux, vont peut-être être un peu déçus. Enfin, les critiques portent surtout sur l'aménagement, sur l'urbanisation, pas forcément les logements sociaux. Je vais m'expliquer. Attendez, privés, quoi, troisième projet, c'est protéger les espaces naturels agricoles. Justement, il y a aujourd'hui plus 108 hectares d'espaces stratégiques agricoles, plus 265 hectares d'espace naturel. 2013, PLU voté par la précédente majorité. 24% de la ville était constructible. 2019, 20%. 20%. Mais depuis, beaucoup de choses ont été construites. Attendez, laissez-moi terminer. Je fais une démonstration. J'ai endigué, sous le précédent document, pas le mien, j'ai endigué dans ce document l'extension vers l'Est, dont on parlait tout à l'heure, pour favoriser plutôt des projets recentrés sur la ville. On dit stop à cette extension sur l'Est qui était dans le poste de 99 et dans le PLU de 2013. Avec, dans le PADD, un certain nombre de projets sur l'agriculture, il en parlait, M. Tchabrine, sur l'investissement du centre-ville, sur les projets immobiliers dont vous parliez tout à l'heure. Il y a une part sociale dans chaque projet immobilier. C'est une obligation qui est faite depuis 2013 et nous la confirmons. Combien de logements en plus d'ici 15 ans? On ne sait pas très bien, on parle de 5 000, 6 000, 7 000. En tout cas, l'ambition, c'est 15 000 habitants de plus pour Ajaccio. Ce sont des hypothèses qui tiennent compte de l'évolution démographique sur les 5 dernières années. C'est une hypothèse qui est crédible, eu égard à ce que nous vivons aujourd'hui. Après, je ne vais pas me plaindre. J'aurais bien voulu voir ce qu'on m'aurait dit si, depuis 5 ans,
il y avait 500, 600, 200 ou 300 habitants en moins par an. Ce que je remarque aujourd'hui, c'est que... Aujourd'hui, en conseil municipal, Laurent Marcangeli, que justement, vous tabliez sur 85 000 habitants d'ici 15 ans, mais que une collectivité, vous ne l'avez pas cité, vous incitait à aller plus loin en termes de population. Qu'est-ce à dire? C'est-à-dire que l'État vous demande de construire beaucoup, de faire en sorte qu'il y ait beaucoup d'habitants à Ajaccio, ce qui pourrait faire écho quelque part à ce que l'on entend parfois, notamment du côté de la majorité territoriale, qui dit que, eh bien, il y a une forme de submersion, qu'il y a énormément de personnes qui viennent s'installer en Corse, peut-être plus que ce que demanderaient les infrastructures actuelles. Personne ne me tord le bras. Vous savez, je mène ma barque comme bon me semble avec les compétences qui sont les miennes. Il y a un débat aujourd'hui. C'est un vrai débat de fond. On n'a pas le temps, je pense, d'être là-dessus. On est soit sur un modèle décroissant, et je pense qu'à la collectivité territoriale, on est sur un modèle décroissant. C'est ce débat que j'ai eu avec mon opposition municipale, notamment les élus de Corsica Libre, lorsque nous avons parlé du PLU. Soit on est sur un modèle où on va encore chercher de la croissance. La question est, est-ce que l'État vous demande d'aller au-delà de ce que vous dites? Non, il y a peut-être, Laurent Marcange, un juste milieu entre les deux. Vous n'avez pas lu le PLU parce que ça tombe bien, M. Vinciguer, ce PLU, c'est ce juste milieu. Mais cela dit, 85 000 habitants d'ici 15 ans, n'est-ce pas trop? Je veux bien, vous êtes content, la ville est attractive, mais n'est-ce pas... On en avait 60 000 il y a 10 ans. N'y a-t-il pas le risque que ce soit étouffant pour Ajaccio? Si. On l'a vu avec les problèmes de circulation tout à l'heure. Alors, vous parlez de juste milieu. Tout ça, dans le document PLU que je propose, vous savez, la première municipalité qui met des OAP, c'est-à-dire des zones qui ne pourront être construites que s'il y a les infrastructures, c'est la mienne. Ça n'avait pas été fait avant. Donc, ce document, il faut un petit peu essayer de... Vous savez, on va avoir un débat municipal, on va sortir de l'enquête publique. Je vois des comportements qui sont des comportements d'opposition politique, pour le coup, des postures, voire même des impostures. J'aurai l'occasion de le dire le moment venu, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant, alors que le document il est connu depuis quand même quelques temps. Je vois qu'on approche des élections municipales et c'est le jeu. On essaie de faire monter une mayonnaise parce qu'on n'a pas beaucoup de choses à dire en pour, alors on se positionne en contre. Et je voyais M. Biancouch, je ne suis pas surpris qu'il prenne la parole sur ce sujet. Mais aujourd'hui, moi, ce PLU, d'abord, il n'est pas arrêté. On va en débattre. J'ai eu 45 jours d'enquête publique. Vous savez que la loi ne m'y oblige pas. Il y a 30 jours d'enquête publique. Et vous parlez des contributions, M. Boré. 1500 Oui, enfin, 1500 copier-coller d'une association bien connue. Vous les vantez. Mais il y a aussi une recommandation, une trentaine de pages que vous a communiqué la collectivité territoriale. Hors délai. Donc, l'avis n'est pas contraignant, mais il y a un certain nombre de recommandations. Vous allez les suivre. Pourquoi elle l'a fait d'ailleurs? Parlons-en. Parce que les ventes lui a demandé de le faire. Aujourd'hui, qui commande? Vous allez les suivre, ces recommandations? Je suivrai ce qui me semble. Il n'a pas demandé à la CDC de le faire. Ou les ventes s'est étonné que la CDC ne l'ait pas fait. Bon, alors, donc vous mettez un voile pudique sur quelque chose que tout le monde a compris, c'est que la CDC n'avait pas fait quoi que ce soit, la CDC n'a même pas participé en tant que personne publique associée dans les délais, et quand cette association, qui visiblement est très implantée et très puissante, a dit « Oh là là, c'est un scandale », la CDC n'a pas fait de contribution. Ipso facto, 2 jours après, on avait la petite contribution de 40 pages de la CDC qui dormait quelque part. Je trouve cela particulièrement surprenant. Alors, question sur l'urbanisme toujours. Il était question de faire une route, justement, partant du rond-point d'Alat pour rejoindre les Sanguinaires. C'est pas possible parce qu'il y a un périmètre Céveso, c'est-à-dire un danger lié aux cuves de gaz. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que ça va être résolu ou pas? Est-ce qu'on va pouvoir construire dans cet endroit-là? Les cuves sont en train d'être encoffrées, les cuves d'EDF, au Lorette, et je pense que d'ici 2021, le périmètre Céveso sera restreint pour faire ce kilomètre manquant, pour faire cette prolongation de la rocade. C'est dans cet endroit, c'est dans ce coin-là que l'on pourra construire. La prolongation, c'est surtout la prolongation de la rocade qui m'intéresse, on parle de travaux publics. On arrive bientôt au terme de cette première partie. On en vient à ce qui est le nerf de la guerre, les finances. La dette est lourde. Alors, vous dites que les finances de la ville d'Ajaccio étaient saines. 75 millions d'euros de dette. Alors, c'est vrai qu'il y a du progrès. Elle a diminué par rapport à il y a quelques années, mais le passif reste important. Alors, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de travaux. Il y a des programmations. Comment vous allez faire pour faire en même temps ces travaux et résorber partiellement cette dette? Puisqu'on est en phase de bilan, je ne vais pas non plus me cacher d'être plus ou moins satisfait de ce qui a été fait. D'abord parce que vous l'avez rappelé, la dette, elle est contenue, elle a été assainie. Je vous rappelle que lorsque... Grâce à Pierre-Jean Louchen aussi, qui a donné 10 millions d'euros. Grâce à ceux qui ont fait élire Pierre-Jean Louchen dans le premier canton d'Ajaccio, qui était le mien. Aussi.
et qui a également permis à mes adjointes et adjoints d'être élus au Conseil général de la Corse du Sud. C'est un système d'échange, quoi. C'est un système tout simplement qui fait que Ajaccio, Porto Vecchio, Propriane et d'autres communes encore ont bénéficié d'allégements d'emprunt, sans que personne n'ait eu à redire quoi que ce soit sur d'autres communes. Donc comment vous allez faire? Attendez, déjà, dites-moi ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, c'est quand même de faire en sorte qu'en 2014, les dépenses de la ville étaient de 89,2 millions d'euros et qu'en 2020, elles seront de 88,5. On a souvent eu ce débat, monsieur Aquaviva, on en avait parlé ensemble. À contraste, la première fois que je suis venu vous voir, vous m'avez dit comment vous allez faire. Je l'ai fait. Le dernier compte administratif, je parle de chiffres officiels, qui sont consultables. Si vous voulez, pour la première fois, le chapitre des dépenses de personnel a baissé à Ajaccio. On parle de politique clientéliste à longueur de temps. Il y avait 1597 agents quand j'ai pris les responsabilités, il y en a 1555 aujourd'hui. On parle d'une baisse du train de vie de la collectivité de 3 millions d'euros. J'ai promis de ne pas augmenter les impôts. Ils n'ont pas augmenté. Voilà, ça va être le problème, ça, parce que bientôt la taxe d'habitation, vous n'allez plus pouvoir l'encaisser. J'ai maîtrisé l'endettement. Nous sommes aujourd'hui sur un programme d'investissement inédit qui touche sa fin, puisqu'on a à peu près investi entre 25 et 30 millions d'euros par an. Donc, tout à l'heure, dans le reportage, on disait qu'il y avait peut-être des difficultés liées à la rupture du contrat Q-Park. Moi, je le dis aujourd'hui avec une bonne tranquillité, malgré la baisse des dotations de l'État, 11 millions d'euros en cumulé sur 3 ans. Je n'ai pas augmenté les impôts. J'ai assaini les finances de la ville. Nous n'avons pas d'obligation. Il va y avoir des révisions de base, vous le savez très bien. Le projet sera un projet qui sera crédible. J'ai démontré qu'on était capable de pouvoir tenir une mandature entière sans augmenter la fiscalité, malgré les difficultés que nous avons vécues. Tout le monde a augmenté les impôts en France, pratiquement. Beaucoup de communes s'y sont collées. La ville d'Ajaccio, aujourd'hui, est dans une situation financière qui est meilleure. Et je le rappelle, sans avoir augmenté le taux d'imposition, j'en suis particulièrement fier. Eh bien, on arrive à la fin de cette première partie pour arriver au débat contradictoire ou contrabunto. Alors, mes deux confrères vont laisser leur place à votre contradictrice aujourd'hui. Il s'agit de Madame Muriel Segondi, qui est membre du GARD, une association de défense de l'environnement à Ajaccio. Muriel Segondi, bonsoir et merci de votre participation. Vous avez 10 minutes pour débattre avec Laurent Marcangeli. Monsieur le maire, bonsoir. Bon, le GARD est une association très implantée sur Ajaccio, une des plus anciennes de Corse. Et nous travaillons très souvent avec les services en amont, avec les services de la ville d'Ajaccio en amont, surtout s'agissant des risques. Alors je vais vous reparler un petit peu du PLU. Effectivement, c'est quand même un énorme travail d'aménager ce territoire qui est quand même coincé entre mer et montagne, avec tous les risques qui sont maintenant reconnus. Donc il y a les risques qui sont des technologiques. Oui, voilà, absolument. Ensuite, on a le risque inondation, on a le risque submersion et on a le risque éboulement. Feu de forêt aussi. Feu de forêt, bien. Donc tout ça, c'est quand même très difficile. Alors moi, j'ai une question à vous poser. Pourquoi ne pas avoir, justement, dans ce contexte, élevé la vision du plan, c'est-à-dire prendre en considération les communes alentours pour proposer un développement un petit peu plus harmonieux, un petit peu plus soutenable? Alors vous posez une très bonne question et je vous remercie de le faire. Évidemment, quand on est président d'une agglomération, ce qui est mon cas, on voudrait tendre vers des documents d'urbanisme plus partagés. C'est-à-dire, pourquoi pas un schéma de cohérence territoriale, ces fameux SCOT, qui sont très difficiles à mettre en route ici en Corse, ou un PLUI, un plan local d'urbanisme intercommunal. Il s'avère que moi-même et mes prédécesseurs, nous nous sommes heurtés à des difficultés pour faire ces documents, c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé le consensus au sein de la communauté d'agglomération du pays ajaccien pour avoir des documents en partage, ce que je regrette profondément. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on voit aujourd'hui des logiques qui ne sont pas forcément complémentaires dans le pays ajaccien. Je parlerai de la commune de Sarola-Carcopine qui a eu une dimension nouvelle à l'occasion de toutes les transformations qu'elle a connues durant ces dernières années. Si nous avions été dotés à l'époque d'un document partagé, cela aurait peut-être pu être évité. Je le regrette, mais je vais vous faire pas une confidence, je vais vous dire la vérité. Si d'aventure je suis réélu et je le proposerai dans le projet que nous portons, j'en ai discuté avec mes collègues maires de la CAPA pas plus tard qu'en début de semaine, il sera nécessaire, voire même indispensable, de travailler ensemble à des documents qui fassent en sorte que l'ensemble du pays ajaccien travaille sur son aménagement et pas les villes et les communes les unes contre les autres. Oui, parce que le développement, on voit bien ces dernières années, il est quand même effréné.
On a du bâti un petit peu partout. Alors je ne vais pas rentrer dans des batailles de chiffres, mais dans les projets de croissance démographique que vous avez proposés, l'INSEE aboutit à 70 000 habitants en 2018 et vous, 72 216. Oui. Alors déjà, on a un petit décalage au départ qui fausse, qui biaise après complètement la suite. Alors il y a eu effectivement 6 966 logements qui ont été autorisés entre 2014 et 2016. Aujourd'hui, il faudrait faire un petit peu pause pour voir où on en est très exactement, combien il en reste à construire. Alors on va construire encore, et moi je voudrais savoir pourquoi la puissance publique n'arrive-t-elle pas à imposer des aménagements quand on fait à la parcelle? Pourquoi arrive-t-on pas à imposer des prescriptions pour que les populations puissent vivre après sur place beaucoup plus facilement? Là, ce n'est pas le cas. Je veux parler de parking, d'une place aménagée, faire le tri de ces déchets en bas de l'immeuble, le tri sélectif, le compostage, un petit jardin partagé, retrouver un cadre de vie. Le développement, il ne doit plus se faire à la parcelle, mais il doit être imaginé par quartier. Alors, d'abord, sur les chiffres que vous avez annoncés, ils sont exacts, mais il faut rappeler le contexte. Le contexte, c'est l'annulation du plan local d'urbanisme à l'époque par la justice administrative et une période de sursis qui était entre 2014 justement et 2016, qui a poussé beaucoup de demandes. Les gens avaient peur que nous tombions en RNU, que la ville n'ait plus de plan local d'urbanisme, et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de demandes de permis de construire qui n'ont pas été tous jusqu'à leur terme. Donc on a des chiffres qui sont gonflés, je le pense, en la matière. Ensuite, ce que vous dites est particulièrement intéressant parce qu'il s'avère justement que dans ce document, qui n'est pas encore suffisamment bien connu, je le pense, vous avez plusieurs secteurs qui représentent des OAP. Oui. Ces OAP, c'est des maîtrises d'aménagement qui ne sont pas réservées à des parcelles, mais à des espaces. Personne ne l'a fait avant moi. Personne ne s'y est essayé. Et je dirais aujourd'hui que nous devons aller vers cela, d'abord sur la commune, mais également, je le pense, au-delà des frontières de la commune d'Ajaccio, parce que ce manque d'anticipation, la ville d'Ajaccio le connaît depuis longtemps. On n'a pas attendu Laurent Marcangeli pour avoir une construction de la ville qui ne soit pas véritablement très cohérente, je le pense. Cela fait quelques années que c'est le cas. Moi, j'ai travaillé pendant 6 ans avec un document dont je n'étais pas le rédacteur, je vous le rappelle bien, puisque c'était un document qui avait été rédigé en 2013, qui avait ses forces, mais qui également avait ses faiblesses. Et j'ai pu constater, durant cette mandature, qu'il ne fallait pas, absolument pas, que la collectivité, à savoir la municipalité ou la communauté d'agglomération du Pays ajaccien, soit en retrait, soit, je dirais, à la traîne par rapport au projet de construction immobilier, mais qu'au contraire, il fallait qu'on change de sens et que ce soit la puissance publique qui gère les choses, qui impose des choses. Et le document qu'aujourd'hui je vais proposer au conseil municipal, une fois que nous aurons purgé l'enquête publique, démontrera que nous sommes dans une démarche qui est maîtrisée, bien plus maîtrisée qu'elle n'a jamais été sur la ville d'Ajaccio. Alors j'ai une autre question. J'ai vu passer effectivement qu'on ne mettrait pas des places de parking partout. Alors c'est vrai qu'il y a des préconisations concernant les parkings à sous-sol sur les nouvelles constructions et les appartements aidés et petits ne sont pas soumis à cette recommandation sur certains secteurs. Alors je pense que ça c'est déjà une erreur parce que c'est une multiplication en termes de chiffres, de nombre de personnes qui disposent d'une voiture. Ça j'aimerais bien aussi qu'on revoie complètement un logement, une place de voiture en sous-sol, que ça laisse de l'espace autour de l'espace de vie. Alors, ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que vous avez 3254 résidences secondaires ou louées occasionnellement, et on compte quand même encore 1200 logements vacants. Comment pensez-vous faire pour remettre ces 1200 logements vacants sur le marché? Et pour quelles raisons sont-ils vacants? Alors, sur les logements vacants, je vais apporter sur les chiffres quelques bémols parce qu'il s'avère qu'il y a eu quelques erreurs qui ont été commises, des gens qui ont reçu des avis de logements vacants alors que ce n'étaient pas des logements vacants. Bon, ça, c'est un petit problème qui doit être marginal. Sur le parking, les problématiques liées au stationnement dans les propriétés, je pense que vous avez raison et je vais véritablement dire que l'enquête publique sert à ça.
et que nous sommes dans une phase d'enquête publique et il y a des avis qui sont intelligents, qui sont véritablement circonstanciés, que nous devons prendre en compte. Et je vais m'atteler dans les jours qui viennent justement à faire totalement la lumière sur l'ensemble de cette enquête publique avec les gens qui travaillent avec moi sur ce dossier qui est le PLU, pour adjoindre à ce document un certain nombre de choses que nous n'avons pas mis, soit par omission, soit parfois parce que nous étions dans une erreur de jugement. Et c'est à cela également que sert l'enquête publique. Ensuite, sur les logements vacants ou les logements de résidence secondaire. J'ai un projet qui est dans ce document, qui est le PLU, qui est la redynamisation du centre-ville. La ville a été sélectionnée parce que j'en ai fait la démarche dans la démarche Cœur de ville nationale. Et le premier volet de cette démarche, il consiste à réinvestir le centre-ville par l'habitat. Aujourd'hui, vous avez un centre-ville ancien, ajaccien, qui malheureusement est beaucoup trop occupé par les Airbnb, qui est beaucoup trop occupé par la vacance, parce que les immeubles se sont détériorés. Et il faut que nous lancions un grand projet, un grand plan de revitalisation par l'habitat, en rénovant l'habitat, en permettant à des gens de venir s'y installer. Et après, vous verrez, par ruissellement, vous aurez une activité commerciale qui s'en trouvera ragaillardie, et vous aurez également une autre population de centre-ville que celle des appartements vacants ou des touristes de passage. Donc il y a véritablement une politique qui est menée de ce côté-là, et je peux vous dire qu'en tout cas, nous allons tout faire pour pouvoir y parvenir. Oui, ça me semble important. Voilà, je crois que le temps est terminé. Je vous remercie, madame. La partie est terminée. Merci beaucoup, Mariam Segondi, d'être venue participer à ce débat. Mes confrères vont maintenant revenir, accompagnés du dernier invité de cette émission qui va débriefer et débattre avec vous, Laurent Marcangeli, sur l'avenir d'Ajaccio. Il s'agit de l'écrivain et historien Robert Colonadis, auteur de nombreux ouvrages sur la Corse notamment, et dont le dernier, Une famille corse, 1200 ans de solitude, a obtenu le prix du livre corse en 2018. Robert Colonadis, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, vous êtes intéressé il y a bien longtemps à la ville d'Ajaccio, de façon très active d'ailleurs, et aujourd'hui, vous avez donc l'occasion de débattre avec le maire. Alors, moi je suis d'abord extrêmement admiratif devant les gens qui font de la politique, parce que je trouve votre métier d'une complexité, je trouve la politique aujourd'hui d'une complexité à peu près infinie. C'est-à-dire qu'entre les problèmes de politique politicienne, entre les problèmes juridiques, les problèmes techniques, les groupes de pression les uns les autres, arriver là au milieu à prendre une décision, à faire avancer un petit peu les choses, quand les décisions portent leurs effets 5-10 ans après qu'on les ait prises, je suis d'abord très admiratif. Et vraiment, très sincèrement, je trouve qu'il faut une grande ténacité, je trouve qu'il faut une grande persévérance et il faut peut-être une vue à long terme aussi pour être guidé là-dedans. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est que je vous ai bien écouté et j'ai trouvé qu'il y avait assez peu de place pour un domaine qui m'est assez cher, qui est le domaine de la culture. Et alors, je trouve un peu dommage, ça ne coûte pas très cher, la culture, ça n'est pas très pratique dans les médias, mais c'est tout de même ce qui apporte un peu de respiration à l'existence, et qui apporte un petit peu d'esprit, un petit peu de liberté, un petit peu d'ouverture. Et je trouve qu'à Ajaccio, il y a deux cartes majeures à jouer. Je suis vraiment désolé de ne pas en avoir entendu parler. La première, c'est celle de la Méditerranée, parce qu'on est une ville méditerranéenne. Et deuxièmement, c'est la carte de Napoléon. C'est un peu facile à jouer, mais taper sur ce clou-là, parce que Napoléon, c'est une popularité immense dans la terre entière. Et je me dis qu'il y a peut-être un certain nombre de choses à faire. Je sais que vous avez déjà bien travaillé là-dedans, et en particulier, je pense aux 2 expositions actuellement présentées au musée Fesch et à la bibliothèque patrimoniale. Mais quels sont vos projets dans ces domaines ? Dans le domaine culturel et dans le domaine méditerranéen auquel j'accorde beaucoup de prix. Je voudrais compléter ma question, monsieur le maire, par une chose. J'avais assisté il y a quelques mois à une réunion que vous animiez sur l'aménagement de la citadelle. Et on n'en a pas beaucoup parlé. Et vous aviez commencé votre propos en disant, en substance, vous me contrôlerez si je ne dis pas la vérité, en disant, je voudrais faire de la citadelle un quartier ordinaire d'Ajaccio. Enfin, à peu près. À part entière. À part entière, un quartier à part entière. Et je voudrais bien dire que j'avais été un peu surpris devant la qualité architecturale, géographique, patrimoniale exceptionnelle de cet endroit. Et je me dis, on va en faire un quartier comme un autre. Quand je vois tous les quartiers d'Ajaccio,
tout le monde y est attaché. Quand on est de Mezzavi, on y est très heureux. Quand on est à Pietralbe, on est dans son endroit familier. Quand on est un peu partout. Enfin, là, on est dans un endroit exceptionnel. Et je me dis, mais quel dommage. Nous sommes mal compris. Quel dommage de ne pas avoir un projet exceptionnel dans cet endroit qui est exceptionnel. Voilà. D'abord, je vous remercie de mettre l'accent là-dessus parce que vous permettez de le dire. Mes intervieweurs n'ont pas parlé culture et c'est pour la raison pour laquelle j'en ai pas parlé. Il s'avère justement que ce domaine compte énormément pour moi et compte énormément dans le projet que je porte pour ma ville et pour ses habitants. D'abord, il y a ce que nous avons déjà fait et déjà essayé de proposer durant ces 6 dernières années. J'ai la chance d'avoir une adjointe particulièrement compétente, qui connaît bien le domaine, qui s'appelle Simone Guérigne. Nous avons travaillé de manière, je dirais, continue pour essayer de programmer les choses de manière intelligente, d'offrir quelque chose de frais et de divers au niveau de la programmation culturelle. Nous avons la chance à Ajaccio d'avoir, vous le disiez tout à l'heure, des lieux exceptionnels déjà. Je parle de la bibliothèque dont nous allons engager le process de rénovation. Nous aurons 500 000 € de la Française des Jeux ce week-end. Il y aura une remise de chèques symbolique, je vous y convie, ce sera samedi. J'ai un grand projet pour cette bibliothèque qui est un joyau qui a également plein de joyaux à l'intérieur, qui était complètement laissé à l'abandon, comme l'exposition dont vous parlez tout à l'heure, la correspondance des Bonaparte, acquise gratuitement par la ville, de par la famille Coty, en 1970. Il s'avère qu'il a fallu attendre que nous soyons en responsabilité pour en faire une exposition. C'était dans des cartons. Je ne vous parle pas des incubables, je ne vous parle pas des livres exceptionnels dont nous avons fait la découverte, puisqu'ils étaient oubliés dans cette bibliothèque, que nous allons mettre en avant. Je vous parle aussi de Napoléon, puisque vous l'évoquez. Nous avons un véritable projet, on a un projet de musée. Un vrai musée, moderne, qui s'inscrivent dans une démarche de promotion de Ajaccio comme destination Napoléon. C'est un outil de marketing, Napoléon, disons-le. Oui, également, c'est un outil de développement économique. Nous en avons pleinement conscience. Et aujourd'hui, nous courons après le temps parce qu'Ajaccio a été vu uniquement sous un certain angle à Ajaccio. Et moi, je considère qu'il doit être vu également sur l'autre. La citadelle. Je suis content que vous en parliez parce qu'on aurait presque oublié que je suis quand même le maire, et ça, je ne vais pas bouder mon plaisir, qui a reçu les clés. 1492, c'est pas rien. Mais le plus dur commence. Et là où je disais nous sommes mal compris, c'est quand je dis un quartier à part entière, c'est pour tourner le dos à l'histoire. C'est-à-dire le fait que cet endroit ait été toujours fermé aux Ajacciennes et aux Ajacciens et qu'il se soit tourné en face d'eux, pour ne pas dire contre eux. Je veux qu'il fasse partie intégrante de la ville, cet espace. Mais pas comme les autres. Jamais comme les autres. D'abord parce qu'il est pratiquement entièrement classé parce que je l'ai décidé. C'est une première chose. Ensuite, parce que je ne verrai pas de voiture rentrer là-bas. Je le refuserai. Ensuite, parce que je souhaite que la culture et le patrimoine, justement, nous rejoignons là-dessus, soient véritablement au cœur. L'artisanat, le commerce, certes, mais la culture et le patrimoine, l'histoire, la possibilité de créer des choses. Et donc on lance un process. Pardonnez-moi, est-ce que le projet a avancé ou est-ce que vous comptez sur une concertation publique, démocratie participative? Elle est en cours. En ce moment, elle est à la mode. Elle est en cours depuis le mois de juin, elle finit le 20 octobre. Vous attendez les résultats dans les conclusions? Il y a une grosse participation sur Internet de la part de la population. Je peux vous dire qu'il y a des choses très intéressantes que nous allons sortir parce que les Ajacciennes et les Ajacciens, d'abord, doivent mieux connaître et appréhender cet endroit. Je vous invite à faire les visites. C'est un endroit. Vous pourriez mettre le musée napoléonien? Alors attention, le musée napoléonien, moi je suis aussi dans un principe de réalité économique. Un musée napoléonien porté uniquement par la commune, aujourd'hui, je le dis très clairement, vous parlez des finances tout à l'heure, je ne vais pas compter fleurette aux Ajacciens et leur faire rêver à des choses qu'ils ne verront pas. J'aurais besoin des partenaires. Et là encore, vous voyez vers qui je me tourne lorsque j'explique ça. Donc, non, mais le lieu le lieu d'implantation, aujourd'hui, est plutôt autre. Mais si vous voulez, la culture et le patrimoine sont au cœur de notre projet. Ça, je veux véritablement insister là-dessus parce que nous avons la chance d'avoir à Ajaccio des outils existants. Je peux vous parler également du théâtre. Aujourd'hui, nous avons un projet. J'ai demandé rendez-vous au ministre de la Culture pour que la ville puisse bénéficier d'une vraie labellisation afin de pouvoir se lancer sur un projet de théâtre municipal véritablement ambitieux parce que l'espace Diamant, bien qu'il soit un lieu intimiste et intéressant, n'offre pas la possibilité de recevoir de véritables belles et grandes troupes théâtrales. Et je sais qu'il y a un public à Ajaccio. Est-ce que ce serait au cinéma l'Empire ?
Je le souhaite. Oui, vous souhaitez. Je le souhaite. Nous sommes en négociation avec la famille propriétaire de l'Empire. Le problème, c'est que nous ne sommes pas d'accord sur la transaction, vente, location. Je souhaite que la ville en fasse l'acquisition. Je souhaite que cet endroit soit classé au patrimoine, puisqu'il est magnifique. Donc, franchement, vous verrez, nous aurons l'occasion de développer notre projet culturel à l'occasion des mois qui viennent, également de dérouler notre bilan, parce que les 6 années qui viennent de s'écouler n'ont pas été ternes. Et je puis vous assurer d'une chose, si j'avais pu parler culture pendant toute cette émission, je m'y serais adonné avec plaisir. Vous avez l'occasion d'en parler. Nous avons appris que vous aviez confié à un des plus grands architectes du moment, Rudy Ricciotti, la construction d'un bâtiment sur la rocade, je crois, au Finozèle. Quels sont les projets municipaux sur ce bâtiment? C'est le conservatoire de musique, de danse et d'art dramatique Henri Thomage, qui sera un des plus grands conservatoires présents dans le sud de la France. Donc vous avez 2 architectes, une insulaire très prometteuse qui commence à faire part d'elle, qui est Amelia Tavella, et Rudy Ricciotti, qu'on ne présente plus dans le monde de l'architecture. Qui a fait le Mucem à Marseille, c'est bien ça. Tout à fait. Qui ont répondu au concours que nous avions lancé et qui ont été sélectionnés pour réaliser cet équipement culturel en plein cœur de quartiers qu'on dit plus populaires, mais qui néanmoins aujourd'hui ont besoin également de cette présence culturelle. Il y aura également, parce que j'ai souhaité le faire, associer la musique municipale, qui ne sera pas très loin, puisque nous souhaitons également que notre musique municipale soit adossée à ce bâtiment, qui sera un bâtiment de très grande qualité. Mais oui, là encore, vous voyez la culture. Nous sommes aujourd'hui sur une programmation très importante dans le PEI et Raour, si je puis me permettre l'expression, mais pas encore au niveau souhaité et souhaitable. Nous avons cette programmation qui est très importante, qui permettra à nos enfants qui vont dans ce conservatoire, et Dieu sait s'il y a des choses magnifiques s'y passent, d'avoir un équipement moderne, ambitieux, méditerranéen, puisque tout à l'heure vous avez parlé de ça. Évidemment que je veux qu'Ajaccio, à travers les projets de citadelle, à travers les projets de conservatoire, à travers les projets environnementaux, notamment la labellisation en grand site de France de la Parade, s'inscrive également dans une optique et dans une logique méditerranéenne et pas seulement refermée sur elle-même et sur la Corse seulement. Merci. Est prévue une salle de spectacle peut-être? Oui. Oui, tout à fait. Et il y aura également un autre amphithéâtre qui verra le jour dans le cadre du projet que nous avons également sur la réhabilitation de la cité Grossetque, bâtiment militaire. Nous allons un projet qui est très important en matière économique, mais il y aura également un amphithéâtre qui pourra peut-être également y voir un certain nombre de représentations culturelles. De rencontres méditerranéennes, par exemple. C'est bien souhaitable. Concernant la citadelle, qu'en est-il de l'hôtel? Il était question d'un hôtel privé. Est-ce qu'il y a encore 2 candidats? Est-ce qu'il n'y en a plus qu'un seul? Qu'en est-il de la procédure? Il y avait 2 offres, un s'est retiré et l'autre ne nous convient pas. Donc le projet est en stand-by. Le projet n'est pas du tout correspondant aux volontés de la municipalité. Il nous reste 3 minutes. Je suis désolé d'aborder un sujet plus trivial que la culture, mais c'est celui des déchets. Où est-ce que vous en êtes? Parce que c'est aussi quelque chose d'important pour les Ajacciens. On cultive le problème en Corse. Hein. Ah oui, ça perdure. Mais vous aviez parlé du tri à domicile, de généraliser sur la ville. Pour l'instant, à part quelques rues... Non, les chiffres sont là pour en attester. On est en très nette progression. Après, c'est pas simple de généraliser et de passer de rien à tout en quelques mois et en quelques années. Le problème, il est régional, hein, M. Albertini. Je pense que mais on vous parle vous d'Ajaccio. Sur Ajaccio, les chiffres qui sont là, nous sommes en charge de quoi? De la collecte. Donc le CIVADEC est en charge du traitement et la collectivité de Corse est en charge du projet. Donc nous, aujourd'hui, nous sommes... Il y a un projet de la part de la CAPA de structure de surtri, non? CAPA, mais également avec 3 autres communautés de communes, celle de l'Ouest Corse, celle du Tchelavo-Prunel et celle du Taravo-Ornan, où j'ai réussi à faire plus d'un... Non, le terrain, vous l'avez? Le terrain, on l'a. Il est en voie d'étude parce qu'il y a quand même des études d'impact à réaliser avant. Et puis on attend également le top départ, enfin, de celle qui est censée organiser tout cela, qui est la collectivité de Corse, puisque je vous le rappelle... Et puis l'argent aussi. Qui va avec. J'ai des engagements de la part de l'État et du président de l'exécutif. Je le rappelle quand même que sur les déchets, nous sommes autonomes. Et le tri à la porte, vous avez dans quelques rues d'Ajaccio, mais ça s'étend, ça va s'étendre? On est sur une couverture à près de 70%. Il reste 30% sur la ville d'Ajaccio. Il faut bien regarder. On a quand même beaucoup progressé en la matière. Ça n'a pas été que sur le centre-ville. On n'en voit pas tellement l'effet. Il y a des bornes, oui, bien sûr, mais...
au porte-à-porte. Ramassage tel qu'il était Alors le prévu. porte-à-porte, c'est pas Porte-à-porte, oui. c'est pas toc-toc, donnez-nous, c'est on rassemble dans un endroit, on met à profit également le bon vouloir des copropriétés et on travaille avec elles. C'est fini, d'accord. C'était trop court. Voilà, on terminera là-dessus. Laurent Marcangeli, merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Il y en avait bien d'autres, mais faute de temps, on organisera une autre émission sans doute. Et d'ici les municipales, Robert Colindris, je vous remercie d'avoir participé. Merci, chers confrères. Merci à vous également. Contraste est maintenant terminé. On se retrouve d'ici un mois, le 16 octobre précisément, pour une nouvelle émission. Intanto, buonasera a tutti.